cour d'assises de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Dominique Parcy a 60 ans, il est routier. Et aujourd'hui, il a rendez-vous avec une grande avocate pénaliste du nord de la France. Cet homme mène depuis 5 ans un combat contre la justice pour prouver l'innocence de la femme qu'il aime, Véronique Lardet, accusée d'assassinat. C'est pas une criminelle, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas tuer quelqu'un. Maître Blandine Lejeune est à ses côtés. Vous allez bien? Ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi. On va continuer le combat. Hein. Oui, bien sûr qu'on va continuer le combat. Voilà. De toute façon, je vous l'ai dit, jusqu'à la fin de mes jours, je me battrai pour laver son honneur. Dominique Parcy et l'avocate dénoncent un dossier bourré de zones d'ombre qui n'aurait pas débouché sur la vérité. L'affaire commence à Courcelles-le-Comte, un minuscule village perdu dans les plaines du Pas-de-Calais. Au mois de novembre 2011, à côté de ce cimetière militaire anglais, le corps en état de décomposition de Frédéric Butanovich, un chauffeur routier de 35 ans, est découvert. Et pour ses 2 amis d'enfance, la responsable de sa mort est son ex-compagne, Véronique. Il la présente comme une femme manipulatrice et vénale. C'était un petit peu bizarre comme relation parce que on s'aperçoit maintenant que c'était qu'à sens unique. On l'avait mis en garde que, pour nous, on avait le sentiment qu'elle en voulait qu'à son argent, qu'elle avait pris pour un con, clairement. Et lui voulait rien entendre. Très vite, l'enquête se focalise donc sur Véronique Lardet. Elle a 43 ans et elle est mère de 3 enfants. Et pour les gendarmes, cette mère de famille serait en réalité une vraie croqueuse d'hommes. La vie de Véronique commence dans le Pas-de-Calais. Elle grandit dans les corons au sein d'une famille modeste et nombreuse. À 18 ans, elle s'échappe de son milieu. Elle se marie avec Marc, un fils de bonne famille, ingénieur. Ensemble, ils ont 3 enfants. Mais en mai 2000, Marc décède et sa mort apparaît suspecte. Anne-Sophie Audegon, l'avocate des victimes, pense comme les gendarmes que Véronique aurait pu se débarrasser de son premier mari. On découvre que Véronique Lardet a effectivement un vécu qui pose question avec notamment son premier mari. Où on va découvrir que finalement elle a livré 3 versions sur le décès de Marc. Et effectivement, ça pose question. Sans aucune preuve à l'époque, l'enquête conclut finalement à un suicide. Quelques mois seulement après la mort de son époux, la jolie veuve fait une nouvelle rencontre, celle de Frédéric Butanovich. Ils ont le même âge, c'est le coup de foudre. Les sœurs de Frédéric, Aline et Karine, parlent d'un amour fou. Il y avait les yeux qui brillaient. Ah ouais, elle l'aimait. C'était une Très belle femme, hein. qui paraissait sûre d'elle. Très douce. Oui, la belle blonde qui fait tourner la tête aux hommes. Véronique ne compte pas seulement sur son physique. Elle fait aussi croire à tout le monde qu'elle est chirurgien. Un mensonge que vont très vite démasquer les gendarmes. Toute sa vie, c'est un mensonge en fait, hein, cette femme. Elle s'est présentée un jour comme ça. Fred, il l'a ramenée à la maison en la présentant, en disant que voilà, elle était chirurgienne des mains. Elle avait une blouse dans sa voiture. Jamais on se dit elle va avoir une blouse dans sa voiture juste pour faire de la figuration. Menteuse, séductrice, Véronique devient la suspecte idéale, comme nous l'explique son avocate, Maître Lejeune. Véronique s'était inventé une vie. Et ça, elle le reconnaissait, c'est-à-dire qu'elle a commencé à mentir quand elle était un peu plus jeune sur le fait qu'elle était étudiante en médecine. Et puis, de fil en aiguille, elle a continué à le raconter. Et puis après, elle a raconté qu'elle avait été médecin, chirurgien. Et en fait, c'était parce qu'elle avait peur, honte plutôt, elle avait honte de reconnaître qu'elle n'avait pas de diplôme. Et ça lui a beaucoup préjudicié, parce qu'on disait, voilà, si elle ment pour ça, elle peut mentir pour tout le reste. Pendant 10 ans, aux yeux de tous, Frédéric et Véronique filent le parfait amour. Ils sont tous deux devenus chauffeurs routiers.
Mais au milieu des 36 tonnes, la jolie blonde ne passe pas inaperçue. Les prétendants sont nombreux. Il y a d'abord Dominique Parcy, un homme marié qui tombe sous le charme. On a vite été bons copains, quoi. Voilà, puis de fil en aiguille, voilà, vous êtes plus que copains, vous tombez amoureux, mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Avant le décès de ma femme, tant que j'étais marié, moi, c'était hors de question qu'on fasse quoi que ce soit. Et elle, c'est pareil, hein. Elle avait une sacro-sainte idée du mariage et de la fidélité. Pourtant, la jolie blonde va quitter son mari, Frédéric. Et c'est sur le patron de l'entreprise de transport qu'il emploie qu'elle va jeter son dévolu. Il s'appelle Jean-Michel. Il a 54 ans, ici à gauche, avec ses lunettes de soleil. En août 2011, il devient le 3e compagnon de Véronique. Et il compte bien faire comprendre aux autres que la jolie blonde est sa propriété. Marianne et Dom, tous deux routiers, décrivent un homme excessif. Très jaloux. Possessif. Très, très jaloux. Possessif, c'était sa chose. C'était son objet. Il fallait qu'elle, au claquement de doigts, elle obéisse. Moi, j'ai très vite appris que la relation Véronique avec son mari, là, ça se passait très mal. Il était ultra jaloux. Véronique n'avait plus le droit de parler aux autres chauffeurs, plus le droit de faire la bise à ceux qu'elle faisait la bise. Il sortait du bureau en folie parce que quelqu'un lui faisait la bise. C'était vraiment très tendu. Et avec Frédéric, mais il ne pouvait pas se supporter, quoi. C'était pire que chien et chat, hein. C'était vraiment violent, quoi. Ah oui, ça. Marianne et son mari recueillent les confidences de Frédéric, qui leur dit avoir peur pour sa vie. Fred m'avait dit, ouais, mais tu sais, il m'a menacé si j'approchais Véronique et tout ce qui s'ensuit, voilà, quoi. 2 mois plus tard, le corps de Frédéric est retrouvé abandonné et en état de décomposition près du cimetière militaire de Courcelles-le-Comte. Alors que s'est-il passé? Le 3e compagnon aurait-il mis ses menaces à exécution? Et quel a été le rôle de Véronique Lardet? Pour l'avocat de la famille de Frédéric, l'enquête démontre que la jolie blonde est impliquée. À partir du 3 octobre 2011, elle cesse toute communication avec Frédéric Butanovich et on sait que c'est à ce moment-là qu'il décède. Donc on se dit, elle avait connaissance du décès de Frédéric Butanovich. Ça ne veut pas dire qu'elle a commis le meurtre de Frédéric, mais au moins elle sait. Au mois de février 2012, dans les locaux de la gendarmerie d'Arras, Véronique Lardet finit par avouer le meurtre de Frédéric. Elle explique que dans la nuit du 3 octobre, ils seraient partis tous les deux faire une balade en voiture. Frédéric aurait tenté de la violer et elle l'aurait étranglée avec son écharpe. Voici ce qu'elle déclare. Je ne voulais pas. J'étais terrorisée. Je me suis rendu compte que je l'avais tué. J'ai reculé la voiture au maximum. Je l'ai traînée. Je l'ai mis sous un buisson. Pour la justice, l'affaire est réglée. Véronique a agi seule. Au lendemain de sa garde à vue, la presse la présente comme une veuve noire, manipulatrice et dangereuse. Dominique Parcy, l'ami d'hier, devient alors son 4e compagnon en prison. Et pour lui, tout ce qu'on raconte est un tissu de mensonges. C'est pas possible, quoi. Vous finissez de lire son article, c'est un monstre. C'est un monstre. Voilà. Une veuve noire, en somme. Voilà. Elle a tué le premier, elle a tué le deuxième, désigné coupable. Sans aucune preuve. C'est ça qui est terrible dans cette histoire. Aucune preuve. C'est comme ses aveux, j'ai dit aux gendarmes. Vous n'arrêtez pas de dire que c'est une menteuse invétérée. Elle ment tout le temps. Mais pour ses aveux, elle n'a pas menti. Ça, c'est quand même dingue. Elle n'a pas menti ce jour-là. Ben moi, je dis que si, elle a continué à mentir. Elle a dit n'importe quoi. Mais pour vous, non. Mais pour les gendarmes, Dominique Parcy est un homme amoureux dans le déni. Pourtant, 1 an plus tard, la reconstitution judiciaire semble lui donner raison. Tout le monde se rend compte que la version des faits de Véronique est incohérente. Comme on le voit sur ces photos, Véronique, avec ses 48 kilos, est incapable de traîner le corps d'un homme de 75 kilos. Quand bien même on aurait pensé cette femme coupable, elle ne pouvait pas avoir agi seule. Donc il aurait fallu faire des investigations complémentaires. Elle ne pouvait pas avoir ramené
le corps de Frédéric Butanovitch toute seule à l'endroit où on l'a retrouvé. Donc on n'a même pas recherché d'éventuelles complicités qui auraient peut-être été des auteurs principaux. Dominique Parcy, lui, a un autre scénario. Ce serait le troisième compagnon de Véronique qui aurait éliminé son rival. Les menaces de mort, le mobile. Mais lui, il avait un mobile, la jalousie. La jalousie. Mais lui, il a été innocenté dès le premier jour. Pourquoi? Les sœurs de Frédéric s'étonnent aussi que cette piste ait été aussi vite écartée. Ils auraient peut-être dû plus fouiller sur certaines zones d'ombre. C'est peut-être pas prémédité, mais il avait bien envie de le tuer quand même. Ça a été dit, il peut pas contester. C'est pas anodin de faire des menaces de mort à quelqu'un. Reste une question. Pourquoi alors Véronique ne l'a-t-elle pas dénoncé? Par peur, elle était tellement terrorisée qu'elle n'a rien dit. Elle n'a pas appelé les autorités, elle n'a appelé personne. Elle s'est tue, quoi, de peur des représailles. Elle était persuadée, à tort ou à raison, qu'il allait s'en prendre à ses enfants. Mais pour les gendarmes, cette piste n'est pas concluante. Derrière les barreaux, pendant 4 années, Véronique clame son innocence. Mais plus personne ne l'écoute. Elle porte alors tous ses espoirs sur un ténor du barreau de Lille. Mais elle va subir une nouvelle désillusion. L'avocat se désiste peu de temps avant l'audience. Il s'est passé qu'à moins de 3 semaines du procès, il m'a dit, comme vous n'avez pas payé, on arrête tout. Point. Mais ça, c'était... Quand elle a lu la lettre, comme quoi son avocat se désistait, mais c'était terrible pour elle, quoi. Pour elle, c'était mort, c'était fini. C'était catastrophique. Voilà. Elle appelle alors à l'aide Maître Lejeune. Pour préparer sa défense, l'avocate demande à la justice de décaler le procès, car il ne lui reste que 3 semaines. Mais sa demande est rejetée. Le procès s'ouvre alors comme prévu en octobre dernier. C'est ici, dans la salle des pas perdus, que tous vont apprendre la terrible nouvelle. Au soir du premier jour d'audience, Véronique s'est pendue dans sa cellule. Ça fait un choc. En tant qu'avocat, on ressent quoi à ce moment-là? Ah bah là, le monde s'écroule, quoi. Pour Maître Lejeune, c'est le monde qui s'écroule. Moi, c'est ma vie, quoi. Moi, ma vie, c'est avec elle. J'attendais ce procès depuis 5 ans presque. Le premier jour, il arrive. La jolie blonde, désespérée, est donc partie avec ses secrets. Son suicide met fin à l'action judiciaire. Dominique Parcy, lui, est déterminé à continuer le combat pour laver l'honneur de celle qu'il aime.